Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Régimicom. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Régis Mouniankindi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je viens vers vous pour faire un petit commentaire sur une vidéo de Nathalie Yam. C'était une vidéo qui est intitulée « Les assassins sont de retour ». Il s'agit de l'assassinat ou des assassinats des chefs d'État africains. Comme vous le savez, les chefs d'État africains, on en a tellement tué que moi-même aujourd'hui, je ne serai pas capable de vous donner le nombre exact de chefs d'État africains assassinés jusqu'à présent. Meki Ondadaye au Burundi, Juvenal Habyarimana Rwanda, Gregoire Kayibanda Rwanda, Désiré Kabila République démocratique du Congo, Patrice Lumumba République démocratique du Congo, Samora Machel Mozambique, Thomas Sankara Burkina Faso, etc. La liste est vraiment très longue et je ne pourrais pas la finir. Donc aujourd'hui, je viens ici pour vous montrer trois facteurs qui expliquent la facilité dans les assassinats des chefs d'État africains. Et puis à la fin, je proposerai aussi, comme je ne suis pas là pour critiquer, je proposerai aussi quelques conseils que la génération africaine aujourd'hui, qui doit être au pouvoir inévitablement demain ou dans un futur proche, doit suivre pour se protéger contre ce genre de barbarie qui cause la vie, qui déstabilise nos pays et cause la vie à de plusieurs milliers de morts. Donc, je vous demanderai de rester jusqu'à la fin de la vidéo, de m'envoyer des commentaires si jamais j'ai oublié certaines choses, de liker, de me dire s'il y a quelque chose qui manque, et puis de vous abonner pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Et donc, avant de commencer, je dirais quand même qu'aujourd'hui, il serait naïf d'ignorer l'existence de d'organisations occultes et mafieuses partout dans le monde, et dont la nuisance perturbe l'ordre social dans beaucoup de pays. Et cette nuisance, par contre, a été son pic en Afrique, parce que là-bas, il s'agit de l'élimination des chefs d'État avec des conséquences qui précèdent ou suivent l'élimination physique des chefs d'État africains, c'est-à-dire les guerres et plusieurs centaines de milliers de morts, etc. Donc, il y aura donc trois facteurs qu'il faut connaître qui facilitent ces assassinats. Je fais juste une petite parenthèse avant de commencer, c'est-à-dire qu'un chef d'État africain, qu'il soit beau ou pas, il est toujours la cible de ces organisations occultes. C'est-à-dire, s'il est bon, il va travailler pour son pays, il va chercher à développer son pays, et ce faisant, il va s'opposer au système de pillage et d'exploitation et qui ne plaît pas à ce genre d'organisation. Et c'est pour ça qu'il sera aussi ciblé par ces organisations. S'il est mauvais, il va s'aligner ou signer des pactes avec ces organisations, et à un moment donné, il ne pourra plus honorer ses engagements, ou bien il en saura beaucoup plus et il faudra donc après l'éliminer. Donc qu'il soit bon ou mauvais, il reste toujours une cible de ces organisations. Donc, voyons les trois facteurs qui facilitent à ces organisations d'éliminer les chefs d'État africains. Le premier facteur, c'est le facteur politique. Ici, je parle de manque d'alternance politique en Afrique. Un chef d'État africain qui a fait 20 ans, 30 ans ou plus au pouvoir, il est là, il ne veut pas partir. Et c'est un chef d'État qu'on peut facilement éliminer. Et il suffit de sortir de la carte de la lutte contre la dictature. Et puis tout le monde va se lever pour faire partie de ce genre de dirigeants
Et ça sera facile, ça se fait rapidement. Et c'est ce qui est arrivé en République démocratique du Congo, pour citer quelques exemples. Et, avec Mobutu Sese Seko, du coup, on a chassé au bout de quelques mois, après 30 ans de pouvoir, etc. Donc, des exemples sont très nombreux. On peut parler aussi de Idi Amin Dada en Ouganda, etc. Deuxième facteur, c'est le non-respect de droits de l'homme. J'en avais parlé dans les premières vidéos. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une erreur fatale, grave, que certains chefs d'État africains commettent en faisant recours à la violence pour, soi-disant, renforcer le pouvoir ou se faire respecter. Il s'agit d'emprisonnement, de torture, d'intimidation, d'assassinat d'opposants. Ce genre de pratiques non seulement sont à bannir, sont blâmables, mais aussi des chefs d'État qui font recours à ce genre de pratiques, en fait, se tirent une balle au pied, parce qu'un jour ou l'autre, pour les faire partir, il sera très très simple. Il suffira d'appuyer sur le bouton. Il n'y aura pas besoin d'envoyer une armée particulière ou spéciale. Il suffira d'appuyer sur le bouton. C'est les compatriotes qui sont fatigués, qui en ont marre de cette violence, feront le boulot. Les plus chanceux réussiront à s'échapper pour se faire rattraper plus tard et passer le reste de leur vie en prison. C'est ce qui est arrivé au Libéria avec le président Charles Taylor, qui est aujourd'hui en prison aux États-Unis, et il doit passer plus de 90 ans en prison. Sinon, les plus malheureux, ils se font attraper sur place et se font assassiner. Et c'est ce qui est arrivé aussi au président Samuel Doe de la Sierra, du Libéria, pardon. Voilà ce que je peux dire. Et le troisième facteur qui explique la facilité de l'élimination des chefs d'État africains, c'est quoi? C'est la naïveté concernant la gestion de coopération dans différents domaines avec le reste du monde. Ici en particulier, c'est l'Occident. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que en Afrique, un individu qui arrive, qui vient de l'Occident, il se présente et on a tendance à lui donner feu vert et à lui accorder tous les crédits. Il se présente avec des titres, genre expert en tel domaine. On lui ouvre les portes à tout et on se rend compte que plus tard, certains individus, ils sont venus avec les agendas cachés et on se retrouve après en train de faire aux individus au départ qui étaient venus faire un métier X, Y, soi-disant intéressant, mais derrière qui sont en train de déstabiliser nos pays. Et je le dis, pourquoi je le dis, je vais me baser sur l'enquête menée par, et que j'ai été aussi vérifiée par cette jeune dame que j'apprécie beaucoup, Nathalie Yam, concernant l'attentat en Centrafrique. En 2018, en Centrafrique, il y a eu un attentat à l'église, un groupe armé que ça s'appelle PK5 a attaqué une église et il a fusillé les fidèles en pleine prière. Bilan, 26 morts. Et la justice centrafricaine a mené les enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. Et il s'est rendu compte que derrière ces attaques, il y avait des ressortissants français. Il s'agit de Christophe Reneto et Bernard Cousin qui étaient derrière ces attentats. Il a cherché à les arrêter. Malheureusement, ces individus ont réussi à s'échapper. Ils ont réussi à s'échapper pour aller au Madagascar, où ils ont été arrêtés plus tard. Malheureusement, le gouvernement malgache, plutôt que de les extrader vers
Centrafrique pour répondre et donner les actes. Il a préféré les envoyer en France. C'est comme ça qu'ils ont échappé à la justice. Alors pourquoi je parle de la naïveté? C'est parce que c'est des présumés terroristes de ressortissants français. Monsieur Christopher Neto, il s'était présenté comme expert en géopolitique et sécurité. Il a été même conseiller du président centrafricain François Bozizé 2003 jusqu'à 2005. Et François Bozizé ne s'est rendu jamais compte de que son conseiller, c'est-à-dire Christopher Neto, avait derrière des agendas cachés. Et il aurait dû se rendre compte et non, il n'a pas fait. Il a fait confiance tout simplement à ce jeune, ce Français qui se présentait. Il a fait confiance, il n'a pas cherché à faire des contrôles ou pas. Et il s'est rendu plus tard que son conseiller était derrière les attentats dans son pays. Voilà ce que je peux dire. Sinon, c'est malheureux qu'on en arrive là. Mais la génération africaine d'aujourd'hui doit faire attention à je dirais trois choses qui nous perturbent et qui perturbent nos pays. Il s'agit premièrement du respect d'alternance politique. C'est-à-dire, il faut faire attention pour que on arrive à éradiquer les assassinats de chefs d'État, etc. Il faut premièrement respecter l'alternance politique. Franchement, ça ne sert à rien de s'approcher, de s'accrocher au pouvoir et au risque d'y perdre sa vie. Normalement, tu es au pouvoir, tu fais ton mandat, lorsque le mandat est éliminé, et tu pars, si tu n'es pas réélu, tu laisses la place aux autres, tu continues. On ne pourra jamais te reprocher quoi que ce soit. Et ces individus qui sont là pour éliminer le chef d'État, dès qu'ils savent que il y a une alternance dans un pays, ils savent très bien que ça ne sert absolument à rien d'éliminer un individu physiquement parce qu'ils savent que derrière, il y aura les autres qui vont reprendre la relève et que ça sera la même chose. Donc, respect d'alternance politique. Deuxièmement, il faut respecter le droit de l'homme comme j'en avais parlé précédemment. Chez les frères et sœurs, franchement, c'est ridicule de s'en prendre. Tu es président, tu t'en prends à tes opposants. Un opposant, il n'a jamais été une menace, à moins que ce soit prouvé. Même si c'est une menace, on peut peut-être laisser la justice faire son travail et puis le punir si il y a suffisamment de preuves. Mais ça sert à rien de tout de suite tuer, emprisonner. Ce que je peux dire, si les opposants étaient vraiment une menace au président, aujourd'hui, en Occident, on serait en train de compter des plusieurs, je sais pas combien de présidents occidentaux on serait en train de compter, qu'on aurait tué. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, c'est au contraire. Ce qui veut dire qu'en fait, quelqu'un qui n'est pas de ton avis, qui a une autre vision politique, et c'est pas forcément ton ennemi, ça ne sert à rien de le tuer ou de lui faire du mal. Le respect des droits de l'homme. Mais troisièmement, qu'on arrête d'avaler tout et n'importe quoi au nom de la coopération, quelqu'un qui vient de l'Est du monde, qu'il faut qu'on soit capable d'analyser son CV, de voir si ça nous convient ou pas, et si son CV ne convient pas, voilà, soit candidaté et rejeté. La coopération, c'est une bonne chose et je suis pas contre la coopération. Même certains pays développés, comme la Chine aujourd'hui, s'est développé grâce à la coopération avec le reste du monde, en particulier l'Occident, coopération dans différents domaines, sciences, etc. On peut aussi faire comme les Chinois. La différence, c'est que les Chinois, ils ont réussi à bien gérer cette coopération, c'est-à-dire qu'ils acceptent pas tout et n'importe quoi. Ils prennent les gens, les individus qui vont les apporter quelque chose. Et nous, il faut qu'on arrête donc
d'accepter aveuglément tout et n'importe quoi au nom de la coopération. Il faut qu'on soit capable de choisir les partenaires avec qui on peut travailler. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui se réveillent, une bonne nuit pour ceux qui vont aller dormir. Dites-moi s'il y a quelque chose que j'ai oublié dans la vidéo. Sinon, je vais pas rester longtemps. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse tous. Ciao. Sure it's one, you change your life.